macabre à Bafoussam, chef de la région de l'Ouest, le corps sans vie, du nommé Dimo Serge, âgé de 45 ans, a été retrouvé aux premières heures de ce lundi. Évocation de cette découverte qui met dans l'émoi et la consternation toute une famille. Dans cette édition de l'information, lutte contre la corruption au Cameroun, la journée africaine de lutte contre la corruption a été célébrée ce 11 juillet 2021 sans tambour ni trompette, aucune véritable manifestation irrelative. Pourtant, la corruption reste une gangrène au Cameroun. On en parlera également au regard des multiples efforts mis en route par le gouvernement, mais sans véritable solution sur le terrain. Toujours dans le chapitre de l'actualité, on en parle également. Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football. Le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mwele Kombi, s'inscrit en force. Ce dernier demande à la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, de surseoir de processus afin de mettre toutes les composantes sur la table de la discussion. John Peter Nka en parlera également. À l'international, on revient sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, l'un des principaux accusés autour de cette affaire. Il reste tout de même un présumé. Il a été interpellé par la police haïtienne. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre extrême fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du monde LTM 308 sur le bouquet Canal Sat. Nous ouvrons cette édition par des faits de société, notamment à Bafoussam, chef de la région de l'ouest du Cameroun, où il est question d'une découverte macabre. Le corps sans vie d'un homme, Dimo Serge, âgé de 45 ans, a été retrouvé aux premières heures de ce lundi dans son domicile, c'est au quartier Aoussa, précisément à un jet de pierre de l'école publique primaire de la localité. Jean-Jemé Edna et Herbert Kwamou pour les détails. C'est une famille du défunt, fondue en larmes, inconsolable devant le triste sort de ce lundi matin au quartier Yaoussa, à Bafoussam. Selon les informations glanées sur les lieux, Dimo Serge, dont le corps sans vie a été retrouvé dans son domicile, présentait déjà des signes de maladie avant l'irréparable. Le matin, je suis allé faire un tour en ville. Je reviens maintenant, sa première fille m'appelle en me disant que mon père t'appelle dans la maison, dans la chambre. Dès que j'arrive dans la chambre maintenant, j'ai vu la façon dont il se battait. Et il m'a dit, Franco, mon corps me fait trop mal. Et entre-temps, j'ai trop les vertiges. Oui, je suis sorti. J'avais le souci d'aller le chercher le remède. Dès que je m'en vais pour chercher le remède, au retour, on me dit seulement qu'il est décédé. Informé de son décès, son épouse, avec qui le défunt est en séparation de corps depuis un peu plus de 6 mois et résidente dans la même ville de Bafoussam, est venue s'enquérir de la situation. Hier soir, j'étais ici là avec lui, puisque on est encore de la réunion familiale avec un peu de la nourriture. Maman a fait appeler à lui qu'en venant tu viens avec les enfants. Il est revenu avec les enfants de l'autre côté en Gémeaux. On a bien passé la journée. Moi, de mon côté, en revenant, lui il était déjà sorti. C'est où maman m'appelle, me dit, comme tu vois là, il était ici, ton mari était ici, mais un peu souffrant. C'est où je décide maintenant de dire que bon, je vais faire un soir à la maison pour lui regarder. Dieu merci, j'arrive, il était là-dedans. Il avait la betterave en main et une bouteille de remède là. Il était en train de consommer ça. Il dit que c'est pour se remonter. Et mon but de venir ici, c'était lui saluer et demander comment les enfants vont passer les vacances, puisque ça c'est les vacances. Il m'a donc posé la question, les enfants vont aller à Douala ou où? J'ai dit que pour le moment, si la mère est un peu en difficulté à Douala, c'est mieux qu'on les envoie au village
Il m'a donc dit oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Dans la semaine, je vais te faire ici. On s'est séparés là, pas de problème. Je suis partie. J'ai été surpris que ce matin, on m'appelle. On dit que Serge est dedans. Il ne s'est pas réveillé. Et je viens là, on me dit qu'il s'est levé ce matin là, il allait uriner avant de revenir, aller se coucher et caler comme ça. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Franchement, je ne sais pas. À 45 ans, Dimo Serge laisse derrière lui une veuve et 5 enfants, orphelins de père. En émoi, que s'est-il réellement passé? Seule l'enquête ouverte à cet effet au niveau de la brigade de recherche de la gendarmerie nationale portera certainement une réponse à cette interrogation. Une autre enquête a été ouverte suite à notre fait de société, mais cette fois-ci dans la capitale économique du Cameroun, Douala, précisément au quartier Newbel, où le corps sans vie d'un jeune homme a été découvert. Il était commerçant et pourtant il s'est amusé samedi soir avec ses frères et amis au quartier de Bonabéry, dans le 4e arrondissement. Il a été poignardé par des individus inconnus. Retour cette autre actualité dans ce reportage. Clifford Toumi, ici à l'image, avec des émoticônes de pleurs n'est plus. Le jeune commerçant, originaire du village Lou, arrondissement de Ndou, département du Ndonga-Mantoum, région du nord-ouest du Cameroun, est passé de vie à trépas à la suite d'une agression sanglante au quartier Newbel, à Douala 2e, aux premières heures du 11 juin 2021. Je suis allé le récupérer à Bonabéry dans la nuit de samedi dernier. On a passé du temps ensemble avec d'autres amis. On s'est bien amusé. On s'est séparés au petit matin du dimanche. C'est plus tard que par coup de fil, un autre frère m'annonce que Clifford a été lâchement assassiné. Il aurait été poignardé plusieurs fois par les personnes qui l'ont agressé. Maintenant, pourquoi cette agression? Qu'est-ce qu'il recherchait? Je ne saurais vous le dire. Je ne saurais y répondre. Moi, je suis sur le choc. C'est mon petit frère. Je ne comprends rien. Je suis dépassé par son meurtre. Comment quelqu'un peut sortir de chez lui et venir mourir ici comme ça et pour rien? C'est quoi cette mort dans son propre pays? Un jeune comme ça qui se débrouillait pourtant bien, qui arrivait à subvenir aux besoins de sa famille et à ses propres besoins personnels. Le voici maintenant, parti après avoir reçu plusieurs coups de couteau des bandits qui sortent, je ne sais d'où. Au lieu du couloir d'or, à Newbel, à Douala 2e, le vécu des populations est devenu un véritable mouroir à raison des problèmes criards d'insécurité. De nombreuses questions animent d'ailleurs les débats dans les chaumières. Chacun y va de sa manière pour expliquer cet assassinat du jeune Clifford. Ces meurtres et ces assassinats que nous enregistrons tous les jours, c'est parce que le quartier fait face à un problème d'insécurité. Finalement, où sert-il? On se réclame que c'est peut-être les membres de ce comité qui sont responsables de cette insécurité. Je suis pas là en train de moi-même, j'y ai travaillé il y a quelques temps. Et hier, il y avait la sécurité ici au quartier. Aujourd'hui, on ne comprend rien. Que se passe-t-il? Informés de la situation, les éléments du commissariat de sécurité publique du 2e arrondissement de Douala sont descendus sur le terrain. Une enquête a par ailleurs été ouverte pour rattraper les auteurs de cet acte odieux qui a ôté la vie au jeune Clifford Toumi. Lutte contre la criminalité et le grand banditisme dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Le commissariat de sécurité publique du 10e arrondissement, Cizan Dogbon, a présenté ce lundi 12 juillet 2021 le résultat d'une opération de ratissage qui consistait précisément à mettre la main sur des dealers de cannabis et des cambrioleurs qui jusqu'ici semaient la terreur auprès des populations de cette partie de la ville de Douala. Charfis Elangayité, voici son reportage.
Coup de filet pour les éléments du commissariat central numéro 2 de Ndogbo de Douala. Des jeunes dont l'âge varie entre 21 et 37 ans ont été mis aux arrêts parce que suspectés d'appartenir à des gangs de cambrioleurs et de groupes de dealers et consommateurs de cannabis. C'est du fait d'une opération de ratissage menée par le tout nouveau commissaire de police du commissariat de sécurité publique du 10e arrondissement que c'est présumé hors la loi, parmi lesquels des repris de justice. À un moment, 2-3 semaines à peu près, mon bureau d'analyse des statistiques criminelles nous avait indiqué que la cote d'alerte était montée de 2 points en ce qui concerne le trafic de cannabis et donc le crime, puisque vous savez très bien qu'il y a un lien congénital entre le trafic de drogue et le crime. C'est ainsi que nous avons lancé l'opération ratissage des ghettos afin d'y mettre fin. Et grâce à la collaboration d'honnêtes citoyens camerounais qui nous ont apporté un appui formidable, nous avons dans un premier temps lancé la première étape qui n'avait pas connu un succès majeur. Lundi dernier, autour de 6 h du matin, nous avons eu l'information de ce que les intéressés étaient tantôt à Ndogbo, juste derrière le commissariat, à 300 mètres, c'est terrible. Et puis au quartier Missoké, au lieu dit Palais, qu'ils appellent le Terre. Et c'est ainsi qu'avec mes hommes, nous avons lancé l'assaut. Un bon nombre de suspects a été interpellé. Certains ont été relaxés parce que les faits n'étaient pas établis. Les autres sont restés dans les liens de l'infraction. Nous les avons conduits ici pour exploitation. Certains nous ont conduits chez des grossistes dans des quartiers comme Kouloulou, Makéa. Nous les avons interpellés, nous les avons conduits ici. Ils sont passés aux aveux. Et voilà, le butin, il est là, comme vous pouvez le constater par vous-même. Conduits au parquet pour la suite de la procédure judiciaire où ils seront présentés au procureur, les éléments de ce commissariat par ailleurs n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin afin de définitivement éradiquer le grand banditisme et la consommation de la drogue dans les quartiers Ndogbo, Makepe, Missoké et les environs. Mais ceci en comptant sur la collaboration des populations victimes de ces cas de délinquance. Paul et Chantal Biya sont désormais en Europe dans le cadre d'un court séjour privé. Le couple présidentiel a quitté la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, ce 11 juillet 2021, mais ce départ a été précédé d'une cérémonie de revoir de quelques corps constitués de la nation. Retour ce voyage du président de la République et de Madame Chantal Biya dans ce reportage. Effervescence particulière ce dimanche 11 juillet 2021 en matinée à l'esplanade du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Yaoundé-Ntimalen. Au-delà des groupes de danse qui s'exécutent, les éléments de la garde présidentielle prennent position, mais aussi une aide d'honneur des officiels est visible. Elle annonce d'ailleurs l'arrivée sur place d'un hôte de marque. À 11h05, le cortège présidentiel fait son entrée. Paul et Chantal Biya, qui sont en partance pour un court séjour privé en Europe, sont reçus par ces personnalités selon la nouvelle formule imposée par la pandémie Covid-19 et le respect des mesures barrières. À l'intérieur du pavillon présidentiel, Paul Biya reçoit quelques personnalités, 3 principalement. Tout d'abord, Chief Dr Joseph John Gouté, Premier ministre chef du gouvernement, qui reçoit les instructions et autres recommandations du chef de l'État à l'endroit de son gouvernement. Ensuite, Ferdinand Ngongo, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, proche collaborateur du chef de l'État. Enfin, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo, qui du reste fait partie de la délégation qui accompagne le chef de l'État, Paul Biya, et son épouse Chantal Biya, dans ce court séjour privé en Europe. À la suite de ces échanges et de quelques formalités d'usage, Paul et Chantal Biya se sont envolés pour l'Europe. En rappel, le dernier voyage du couple présidentiel sur le vieux continent date de plus de 20 mois, soit en novembre 2019.
Et puis lutte contre la pandémie à coronavirus, nous sommes là en santé. Le préfet du département de l'Océan vient de procéder au lancement effectif de la vaste campagne de lutte contre le coronavirus. Une campagne qui vise principalement les plus de 18 ans. Il est ainsi question de toucher le plus grand nombre et d'obtenir l'immunité collective. C'est d'ailleurs le choix mis en route par le ministère de la Santé publique, un choix gouvernemental. Les précisions d'Albert Madola sur le terrain. Après le lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus par le préfet du département de l'Océan, M. Nirou-Bello, les populations de la cité balnéaire ne semblent pas adhérer à ce nouveau mode de vie. Il était donc opportun de convoquer une réunion pour l'intensification de la campagne de vaccination contre le coronavirus pour appeler les citoyens de la cité balnéaire à plus de prudence et de continuer à respecter les mesures barrières et surtout se faire vacciner. C'est ce qui a motivé cette réunion présidée par le préfet du département de l'Océan, Nirou-Bello, qui a convoqué le chef de district de l'hôpital de Kribi, les sous-préfets des arrondissements de Kribi 1er, Kribi 2e, le maire de la ville et les maires des arrondissements de Kribi 1er et de Kribi 2e, sans oublier les délégués départementaux. Lors de ces réunions, le préfet a passé en revue tous les services de son ressort territorial pour savoir le niveau de vaccination. Il leur a demandé d'intensifier la campagne de vaccination. Et en tant que première autorité du département de l'Océan, le préfet Nirou-Bello s'est fait vacciner séance tenante. Le président de la République a décidé d'intensifier la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans notre pays. Et le département de l'Océan, conscient de la nécessité de pouvoir booster notre campagne de vaccination, a organisé donc à travers les différents districts de santé. Ici, aujourd'hui, nous sommes à Kribi. Nous avons mobilisé toutes les administrations, les entreprises, à qui nous avons passé le message de la nécessité d'intensifier la vaccination contre le Covid-19. Parce que, comme vous le savez, il y a un constat, il y a un peu de réticence. Mais nous avons pu obtenir des assurances de la part des experts, des différents médecins qui nous ont fait état de ce que cette campagne de vaccination ne fait courir pas de risque aux populations. Et nous avons donc invité toutes les administrations, toutes les entreprises à organiser des séances en leur sein, en faisant appel aux équipes de vaccination qui sont disponibles, qui vont donc faire le tour de ces administrations, de ces entreprises, pour vacciner tous les volontaires. Intensifier les sorties sur le terrain pour que l'Océan soit le département le plus vacciné. Même son de cloche à Boudaï, précisément, à la prison principale de cette localité. Cette prison avait d'ailleurs été reconnue comme étant l'un des pôles de contamination du coronavirus. La vaste campagne qui touche les plus de 18 ans s'est également ébranlée dans cet environnement pénitentiaire. Lutter efficacement contre le coronavirus consiste également à vacciner les prisonniers. Le régisseur n'était pas en reste. Elle également s'est prêtée au jeu. Merveille Moukokor, au stand d'Ifoyété, voici le reportage. Loin d'être une mise en scène, un montage, ceci est l'application des mesures gouvernementales dans la lutte contre le coronavirus. Nous sommes à la prison principale de Mbouda où les pensionnaires de cet établissement carcéral viennent de recevoir leur première dose de vaccin. Cette campagne qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national a vraiment lieu d'être dans un milieu comme celui-ci, où la promiscuité est ambiante, ce qui favorise les risques de contagion à grande échelle. L'administration pénitentiaire de Mbouda, avec à sa tête Madame le régisseur Bangoup Suzanne, a donné le ton en présence de tous leurs locataires. Vraiment, je tiens à remercier le gouvernement pour cette action. Je sais que le milieu carcéral est un milieu très délicat. Donc nous avons, en ce qui concerne la prison principale de Mbouda, nous avons procédé donc avec les responsables de la santé publique qui sont venus sensibiliser les personnels et ensuite les détenus. Donc c'est pour cela que nous avons pris rendez-vous aujourd'hui. Vous-même vous pouvez constater que tous les personnels sont en train de passer séance de vaccination sur les détenus. La prison principale de Mbouda abrite en son sein 332 détenus qui, signalons-le, ont tous été soumis au test du Covid-19 et près d'une centaine ont été déclarés positifs. Ayant reçu le traitement en vigueur, ils sont aujourd'hui guéris, d'où leur adhésion inconditionnelle et massive au vaccin. Vacciner ce matin, c'est d'abord pour ma santé et pour le milieu où je me trouve. Et que
tout le monde entier se parti, pourquoi pas moi, ça a déjà tué des milliers de personnes. Si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est grâce à Dieu que nous sommes vivants aujourd'hui. Sinon, nous ne devions pas survécu à cela. Je vais vacciner parce que c'est bon que je me protège. Parce que étant en prison, on est exposé à tous ceux qui viennent chaque jour. Donc sans se protéger, on n'est pas sécurisé. C'est pour ça que je me suis vacciné. Les mesures sanitaires indispensables sont d'ores et déjà prises pour sécuriser la prison principale de Mbouda et ses pensionnaires. Un milieu qui a été reconnu il y a quelques mois comme premier foyer de la Covid-19 dans les Bamboutos. Nous parlons également de la lutte contre la corruption. Le 11 juillet est consacré, journée africaine de lutte contre la corruption. Le Cameroun est resté sans véritable célébration autour de ce fléau, un serpent de mer qui touche tous les secteurs d'activité, qui est corrompu, qui ne l'est pas. Quels sont les secteurs qui sont véritablement touchés par la corruption, mais bien plus, quels sont les mécanismes ou les mouvements à mettre en route pour permettre une lutte efficace de la corruption au Cameroun, des éléments mis ensemble dans ce reportage qui nous est proposé. D'après bon nombre de Camerounais, la corruption est un phénomène bien ancré dans les administrations publiques ainsi que dans le secteur privé. Pire encore, près de la moitié des Camerounais rencontrés affirment que le niveau de corruption augmente au fil des années. Ces Camerounais trouvent même inefficaces les politiques de lutte contre la corruption mises en route par le gouvernement, y compris l'opération Épervier. Nous n'avons aucun problème. L'opération Épervier n'a fait que sa tête chercheuse. Il y a les gens qui ont vraiment volé de l'argent, mais on ne les trouve pas. La corruption elle devient de plus en plus une épine dans la chaussure des Camerounais. Jusqu'à la maison, vous voulez faire quelque chose à l'enfant, demande il gagne combien pour faire une tâche pour vous donner. C'est une forme de corruption. La corruption est partout. Dans nos entreprises, c'est plus grave. Vous voyez, vous êtes dans une entreprise, vous voulez vendre quelque chose dans une entreprise qui doit les aider de faire leur travail. Il demande s'ils gagnent combien en achetant. Sur la corruption, c'est normalement, moi je pense que la corruption est très élevée au Cameroun. De même, plusieurs secteurs d'activité sont particulièrement touchés par la corruption, la police, les impôts, les hommes d'affaires ou encore la magistrature et les douanes. La corruption ne fait que s'accentuer au Cameroun. Du sommet de l'État jusqu'en bas, même le petit policier qui est en route, on ne voyait que ça comme corruption. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit des ministres qui sont en prison pour avoir détourné l'argent, pour avoir surfacturé les avions, pour avoir fait ceci en termes de corruption. À date, presque tous les Camerounais ont eu déjà affaire à la corruption. Pourtant, pour y faire face, le gouvernement de la République a mis en route la Commission nationale anticorruption qui peine également à convaincre les Camerounais, et ce, pour plusieurs raisons. La première personne qui est à l'origine de tout ça, c'est d'abord nous les citoyens. Parce que le citoyen a d'abord le premier corrupteur. Parce que le corrompu, c'est quand on vient lui donner qu'il devient corrompu. C'est une gangrène qui mine la société camerounaise en général. Je veux parler ici dans l'éducation, la justice et même le monde des affaires. On ne fait rien. Je dis ça qu'il y a des pots de vin. Il y a la corruption qui se présente à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la santé, dans les hôpitaux, dans le transport, le contrôle routier. Il faut toujours monnayer pour un passage lorsque la mise en cause est pris, je dirais, la main dans le sac. Malgré la réticence perceptible autour des actions de la Commission nationale anticorruption, le 11 juillet de chaque année, qui marque la journée africaine de lutte contre la corruption, est davantage le lieu de plaider en faveur de la CONAC pour le renforcement de son cadre législatif et juridictionnel. Chez nous, quand même, c'est exagéré. À tous les niveaux, il y a la corruption. Même dans nos familles, il y a la corruption. Donc, en ce qui concerne la corruption, il faudrait que nous fassions beaucoup plus des efforts. Notre société a mal en ce qui concerne la corruption. Donc, c'est une journée où nous devons, nous tous, chacun à son petit niveau, sensibiliser pour qu'il n'y ait plus assez de corruption dans notre pays.
qu'il faut continuer à se battre et continuer à plus mener ce combat avec la CONA qui est là. Je souhaiterais qu'ils mettent encore beaucoup plus l'accent au niveau même des fonctionnaires. En rappel, mise en route depuis plus de 10 ans, la Commission nationale anticorruption œuvre pour l'assainissement dans la gestion de la fortune publique. L'organe que dirige le révérend Dr Dieudonné Massigams a déjà permis au Trésor public de recouvrer plus de 1650 milliards de francs CFA issus de la prévarication avec le concours du tribunal criminel spécial et de la Cour suprême du Cameroun. Nous vous l'annoncions à l'entame de cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde, Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, s'inscrit en faux. Ce dernier demande à la FECAFOOT de surseoir le dit processus afin de mettre sur la même table de discussion toutes les parties prenantes et les composantes. John Pitonka pour les détails. L'Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT annoncée pour le 13 juillet suscite le courroux de Narcisse Mouelé-Kombi. À travers une correspondance datant du 8 juillet 2021 et adressée au président par intérim de la Fédération camerounaise de football, le ministre des Sports et de l'Éducation physique relève certains manquements qui ne favoriseraient pas la tenue des assises du 13 juillet prochain. Ceci concerne notamment la non mise à la disposition du MINSEP de la feuille de route et la correspondance de la FIFA validant les projets de texte, ainsi que le chronogramme du processus électoral. Ce que Narcisse Mouelé-Kombi considère comme une entrave grave au contrôle de conformité assigné à la tutelle par la loi du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives. En plus, le MINSEP laisse entendre dans sa correspondance que l'idée de faire élire une nouvelle assemblée générale pour statuer sur les textes a été fortement critiquée par bon nombre d'experts et d'acteurs de football du fait qu'elle exclut l'Assemblée générale de 2009, dont la légitimité a été reconnue par le tribunal arbitral du sport par sa sentence rendue le 15 janvier 2021 et la Chambre de conciliation d'arbitrage du CNOSC du 10 juin 2021. 44 membres de l'Assemblée générale de 2009 ont par ricochet saisi le ministre pour contester la légitimité de l'Assemblée générale extraordinaire de validation des statuts du 13 juillet prochain. Sur ces faits, Narcisse Mouelé-Kombi a instruit à Seydou Bombondjoya de surseoir aux assises du 13 juillet prochain, ainsi qu'au processus électoral en cours. Et pour aller dans le sens du ministre, le sous-préfet de Yaoundé 2, par voie de communiqué ce 12 juillet, a annulé la tenue de cette assemblée dans son territoire de commandement. Le patron de la tour de contrôle de Tinga l'entend-il de la même oreille? Il ne reste donc plus qu'à attendre la réaction de ce dernier qui veut aller à tout prix et à tous les prix au bout de ce processus. Tous les regards sont donc désormais tournés vers l'hôtel Montfébé de Yaoundé pour voir ce qui se passera ce 13 juillet 2021. Toujours en rapport avec cette Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football, le sous-préfet Yaoundé 2e, qui préalablement avait annulé les dits travaux, a rapporté sa décision. Il autorise désormais la dite session extraordinaire de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Il précise d'ailleurs dans le document qu'il a signé également ce 12 juillet 2021 que les dispositions du récépissé déclaration de réunion publique numéro 00128 sous-préfet de Yaoundé 2e en date du 9 juillet 2021 autorisant la session de l'Assemblée générale extraordinaire reste et demeure par conséquent valable. Donc la dite session devrait se tenir ce 13 juillet 2021 comme initialement prévu par la Fédération camerounaise de football. Toujours parlant de football, les championnats camerounais Elite One se sont joués le week-end. Les 13e et 11e journées ont livré leurs différents verdicts. John Pitonka était dans les stades. Voici son reportage. Une défaite pour l'Union sportive de Douala qui enregistre un deuxième revers consécutif après celui en milieu de semaine. Pour la clôture de la 13e journée dans la poule A ce dimanche, les Nassara Gamakai en déplacement à l'ouest se sont inclinés face aux Fauves de Fauvu de Baham 0 but contre 2. Diko FC de Bandjoun a été accroché à domicile 0 but partout par Stade Renard de Melon. Bien avant le samedi,
Dragon de Yaoundé est venu à bout d'Avion FC Dunkam sur le score de 2-1. AS Fortune a fait fortune grâce à sa victoire 2-1 face à PWG de Bamenda. Et le match Bamboutos FC de Mbouda et Dingsport de la Léquier s'est soldé sur le score de parité en but partout. A noter que Yaoundé Football était exempt pour cette 13e journée. Dans le groupe B, c'était la 11e journée ce week-end. Coton Sport de Garoua n'y arrive plus. Les cotonculteurs ont enregistré une deuxième défaite d'affilée en championnat face à Young Sports Academy de Bamenda. Score final, 1-0 en faveur des locaux. Du reste, match nul et vierge entre la Colombe du Sud et UMS de Loum. 2 buts partout entre Canon de Yaoundé et APGS de Mfou. Énième désillusion pour New Star de Douala face à les Astres Football Club de Douala. 0 but contre 2. Et victoire de la Panthère du Ndi sur le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, 1-0. Au classement dans la poule A, AS Fortune est leader avec 25 points. Suivi de Fauveau 24 points. Stade Renard complète le podium avec 21 points. La zone rouge est constituée de l'Union Sportive de Douala 10e avec 9 points et de Yafoot 11e 6 points. Dans le groupe B, Coton Sport reste en tête avec 20 points. La Panthère est 2e avec 19 points et Canon 3e avec 18 points. Dans la zone rouge, Young Sport Academy est 9e avec 11 points et New Star 10e et bon dernier avec 5 points seulement. Et puis toujours en sport football, on a également eu droit durant ce week-end à 2 finales majeures. Tout d'abord, la Copa América 2021 et la Coupe d'Europe des Nations. Et pour ce qui est de l'une ou de l'autre compétition, c'est le Brésil pour la Copa, l'Argentine pour la Copa América qui s'en tire avec le trophée. Et d'autre part, c'est l'Italie qui a terrassé au tir au but l'Angleterre. 2 finales présentées dans ce reportage, une signature de John Pitonka. Au bout du bout, l'Italie a finalement remporté l'Euro 2020 et succède au Portugal. Pourtant mené dès la 2e minute de jeu avec l'ouverture du score de Luke Shaw pour l'Angleterre, l'Italie ne va pas se décourager. La Squadra Azzurra va multiplier les offensives et finit par être récompensée à la 67e minute. Sur un cafouillage dans la surface anglaise, Leonardo Bonucci marque et libère les siens. 1 but partout. Les 2 équipes en resteront là jusqu'au tir au but. Au finish, l'Italie s'impose 3-2 grâce à un Donnarumma exceptionnel. L'Europe a donc désormais un nouveau roi. C'est bien sûr l'Italie, amenée par une jeunesse dynamique. En Copa América, c'est l'Argentine qui fait la force. L'Albiceleste s'est imposé en finale face à son vieil ennemi le Brésil. Un seul but, celui d'Angel Di Maria à la 22e minute, a conduit l'Argentine vers la victoire. Un premier sac pour Lionel Messi avec l'équipe A de son pays, après 2 finales de Copa América perdues et une finale de la Coupe du Monde. Le Barcelonais termine même d'ailleurs meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. L'Argentine, grâce à ce titre, voit sa besace de médailles passer à 15 et devient le nouveau patron de la zone Amérique du Sud. Et puis à l'international à présent, nous parlons de la situation à Haïti. Le président Jovenel Moïse a été assassiné la semaine dernière. L'un des présumés assassins a été interpellé par la police haïtienne. C'est une vidéo qui date d'août 2011. Sur sa très confidentielle chaîne YouTube, 44 abonnés, Christian Emmanuel Sanon accuse les dirigeants d'Haïti d'être corrompus et de piller le pays. Puis il se positionne en recours potentiel. 10 ans plus tard, le nom de ce médecin de formation installé aux États-Unis ressurgit de manière spectaculaire. Après avoir commis leur crime, la première personne qui a été contactée par les agresseurs est Christian Emmanuel Sanon. Il a contacté 2 autres personnes qui sont impliquées. Au fil du temps, de plus en plus d'informations l'ont désigné comme commanditaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Christian Emmanuel Sanon serait arrivé à Haïti fin juin en avion privé avec des objectifs politiques selon les mots du chef de la police. Escorté par plusieurs ressortissants colombiens,
Sanon les aurait recrutés auprès d'une compagnie vénézuélienne basée en Floride. La mission confiée à ces hommes était initialement d'assurer la protection de l'individu nommé Emmanuel Sanon. Mais par la suite, la mission a changé. Les prétendus gardes du corps colombiens, les voici, arrêtés par la police la semaine dernière. Tous auraient participé à l'attaque contre le palais présidentiel. Selon ce quotidien américain, le commando de 28 hommes devait capturer le président Moïse et installer à sa place Christian Emmanuel Sanon. Une dizaine d'assaillants présumés pour toujours. De son lit d'hôpital à Miami, la veuve du président, blessée dans l'attentat, s'est félicitée des avancées de l'enquête et elle a adressé un message aux Haïtiens. On ne peut pas laisser le sang du président Jovenel Moïse, mon mari, notre président que l'on aime tant et qui nous aime en retour, couler en vain. Martine Moïse annonce vouloir poursuivre les batailles de son mari, une prétendante au pouvoir de plus, alors que déjà 2 premiers ministres et le président du Sénat se disputent l'intérim à la tête du pays. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Vous le savez, tout au clair, dans quelques minutes seulement, vous aurez l'opportunité de débattre, de discuter avec les invités du plateau dans le cadre de cette émission du soir sur la télévision du Monde 308. C'est le point focal sur le bouquet Canal Sat. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Retrouvez votre chaîne de télévision